Bonjour à tous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à prendre place. On va continuer sur donc la prochaine conférence. Vin bio entre naturalité et innovation, les variétés de demain. Donc, nous accueillons et nous remercions d'être présents pour cette conférence. Donc, Marie Corbel, qui est directrice du pôle technique du comité interprofessionnel des vins de Languedoc, qui va animer cette conférence. Je l'en remercie. Et donc, nous avons la participation de Fabien Gros du domaine Villa Noria. Merci d'être là. Vincent Pugibé, donc du domaine de la Colombette et président du réseau Piwi, et Nicolas Dutour, donc œnologue et consultant laboratoire du Bernet. Je vous remercie, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Donc Marie Corbel, directrice du pôle technique interprofessionnel régional, qui est une structure nouveau-née sur la région depuis le 1er janvier 2024, donc qui regroupe toutes les interprofessions du bassin Languedoc-Roussillon sur les questions de recherche et développement. Donc cette conférence sur vin bio entre naturalité et innovation, les variétés de demain, on a choisi quand même un angle très variété résistante. Bon, c'est un angle choisi parce que ça nous permet quand même d'illustrer la problématique de la commercialisation qui touche toutes les nouvelles variétés. Et puis, on a vu avec le réchauffement climatique, ça n'empêche qu'une pression pathogène peut être importante et que les variétés résistantes offrent de vraies solutions d'avenir. Et puis, dans le contexte actuel de réduction des intrants et de baisse des charges, ce sont aussi des variétés qui répondent à des enjeux importants. Donc, juste quelques données de cadrage quand même sur ces variétés résistantes. Donc, déjà, le contexte réglementaire. Aujourd'hui, en France, vous avez possibilité de planter environ 50 variétés résistantes à l'oïdium et au mildiou, tout en sachant que certaines de ces variétés ne sont pas intégrées dans les cahiers des charges des appellations et des IGP, donc forcément produisent du vin de France. Certaines de ces variétés aussi ne sont pas dans les plans d'aide à la restructuration individuelle ou collective. On a par exemple, ces plans-là sont décidés à l'échelle des bassins viticoles, mais par exemple, en Languedoc, les Resdure 1 sont intégrés au plan de restructuration et les Resdure 2, donc les obtentions françaises de variétés résistantes, ne sont pas intégrées dans le plan de restructuration. Et certaines variétés sont en classement temporaire, et c'est le cas de nos variétés emblématiques languedociennes, les variétés bouquets. Donc, pour clore cet état des lieux, sur les variétés résistantes, aujourd'hui, dans le top 3 des variétés plantées, on a le Souvigné gris, qui représente 500 hectares en France, et 185 hectares sur le bassin viticole LR. Le numéro 2, c'est le Floréal à l'échelle nationale avec 453 hectares, qui est également numéro 2 sur le bassin LR avec 83 hectares. Pardon. Et le numéro 3, Artaban côté français, Sorelli, donc une obtention italienne sur le bassin Languedoc-Roussillon. Donc un petit zoom quand même sur nos variétés bouquets, qui sont, comme je vous ai expliqué, en classement temporaire. Donc on ne peut pas les planter librement. On a les interprofessions du bassin ont négocié un accord avec l'INRAE pour un dispositif expérimental très encadré et réglementé qui s'appelle le dispositif Oscaroc. Donc ces variétés aujourd'hui sont plantées dans ce cadre-là. Donc c'est piloté par le CIVL sur les candidatures et les plantations chaque année. Il y a un suivi agronomique et œnologique qui est obligatoire. Donc on a 36 vignerons aujourd'hui qui ont planté ces variétés bouquets, qui représentent 57 parcelles, 26 hectares. Et dès l'année prochaine, on va avoir 9 hectares supplémentaires. Et notamment, là, Fabien vous en parlera, il fait partie des planteurs et qui planteront 6 hectares, je crois, l'année prochaine de variétés bouquets. Voilà, donc demain, l'enjeu de ces variétés, c'est leur passage en classement définitif, enfin du moins une partie. Et se posera à nous la question de la commercialisation et de leur valorisation. Et c'est bien le thème de cette matinée. Où on va aborder cette question-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment... voilà, on ne s'est pas forcément approprié ce sujet-là. Derrière les variétés résistantes, c'est tout un des enjeux nouveaux pour la filière. La création variétale, ça n'a pas été une tradition dans la filière viticole. On a basé notre notoriété sur des cépages qui ont une certaine ancienneté. Et voilà, donc avec l'arrivée de nouveaux cépages, ça peut peut-être dire aussi de nouvelles stratégies commerciales. Donc on va en parler. Donc d'abord Fabien, je te laisse te présenter ta démarche par rapport à ces nouvelles variétés et ton exploitation. Bonjour, donc Fabien Ross, je suis propriétaire actuellement d'un domaine que j'ai créé avec d'autres associés qui s'appelle Villa Noria.
On a 85 hectares de vignes tout en bio. Sur ces 85 hectares, il y a à peu près un quart aujourd'hui qui est en variété résistante, avec jusqu'à présent une dominante Sauvigné gris et Floréal, plus des variétés accessoires comme Muscaris, Artaban et ainsi de suite. Mon expérience, avant j'étais aussi propriétaire et fondateur de l'entreprise Pierre Chavin, qui est aujourd'hui un peu une référence de la catégorie sans alcool. J'étais pendant 10 ans responsable des achats pour le groupe Ranchette France. Donc j'ai une expérience un peu aussi bien viticulteur que négociant, et avec une stratégie de marque, quoi. Donc l'idée, c'était un peu réfléchir plutôt quelles est un peu les perspectives des cépages résistants, comment on peut les intégrer dans une stratégie de commercialisation et de valorisation dans le monde viticole. Voilà, donc ça sera le sujet aujourd'hui. Vincent, je te laisse te présenter également. Donc Vincent Pujibé, moi je suis donc viticulteur sur Béziers, ou autour de Béziers. Ce domaine est assez grand, on a 270 hectares de vignes. Sur ça, on a à peu près 160 hectares de cépages résistants. Donc on a été les premiers en France à retravailler cette thématique-là. Donc ça date maintenant de plus d'une quinzaine d'années, puisqu'on les premières plantations, c'est hiver 2007-2008. Je pense qu'on a aujourd'hui le plus gros vignoble de cépages résistants en France et certainement en Europe, à titre perso. On a aussi la plus grande variété, puisqu'on a à peu près une quarantaine de cépages qui sont testés. Donc on a travaillé au départ avec les créations suisses, italiennes, à défaut de pouvoir travailler, suisses et allemandes, à défaut de pouvoir travailler sur les variétés françaises. Et puis après, on a travaillé évidemment avec les Italiens, on travaille un petit peu avec des Espagnols aussi. Et puis on a nos propres sélections aujourd'hui de plus en plus qui arrivent. Et voilà. Et puis nous, aujourd'hui, on ne plante plus que ça, quoi. Enfin, on estime que les cépages traditionnels sont voués à disparaître ou à rentrer dans des conservatoires, mais pas être exploités comme ça, parce qu'on ne peut pas imaginer pour nous qu'on continue à cultiver les cépages complètement indépendants des pesticides. Parce que le sujet, il est là. Il y a d'un côté des cépages qui peuvent se passer des pesticides et d'autres qui ne peuvent pas s'en passer, quoi. Et, voilà. Et nous, on pense qu'on ne peut pas continuer à utiliser les cépages phytodépendants. Toi, ta vision, quand on en a discuté un petit peu avant, c'est vraiment que ces cépages, ça vient d'une demande de la production. Enfin, c'est un moteur, on va dire, de la production et pas forcément d'une demande des consommateurs. Mais nous, on a une vision qui est un peu comme Fabien à côté. On a travaillé beaucoup sur l'alcool il y a 20 ans de ça. Et c'est vrai que, et on continue évidemment à faire ça, à travailler sur le management de l'alcool. Et pour nous, on a vraiment deux visions différentes. Pour nous, c'est deux thématiques, le management de l'alcool et les nouveaux cépages. Et souvent, on les oppose les deux parce que quand on fait des vins légers en alcool ou sans alcool, c'est vraiment des consommateurs qui nous demandent ça. C'est comment qu'on fasse des vins avec de l'alcool ou sans alcool, ou pas, il suffit que ça se vende. Et c'est vraiment une demande du consommateur qui me dit, tiens, moi je veux des vins avec moins d'alcool, c'est une évolution de la société. Et le moteur de l'évolution, c'est la demande. Alors que sur les cépages résistants, on sent moins une demande de ça, parce que c'est difficile souvent à expliquer, c'est-à-dire qu'il est résistant. Alors nous, on dit toujours c'est plus bio que le bio, enfin, on a tout un tas de trucs, c'est un peu plus blanc que blanc, ce qui est vrai dans l'absolu, puisqu'on a des vignes, par exemple, ça fait 15 ans qu'on ne les a pas traitées, donc, mais pas, quand je dis pas traitées, c'est rien, quoi. Il n'y a même pas de cuivre, pas de soufre, il y a 15 ans qu'on n'a pas traité des vignes. Et donc, et sur des hectares, pas sur 3 plants dans un labo. Donc il y aurait une vraie logique à aller, pour l'agriculture bio, aller vers ça. Mais c'est quand même difficile à expliquer parce que le consommateur lambda, pour lui, si c'est bio, c'est pas traité. Il ne comprend pas qu'il y a eu de la bouillie bordelaise, il ne comprend pas qu'il y a eu du soufre, il ne comprend pas qu'on a juste changé de médicaments, quoi, en fait. Et donc ça, c'est quand même difficile. Et puis, est-ce que c'est nécessaire de l'expliquer, de dénigrer le reste à côté? Là, on est entre pros, c'est différent. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est un peu compliqué à faire passer le message, même s'il y a évidemment des gens qui sont réceptifs, évidemment des gens qui sont comme ça. Mais par contre, nous, en tant que pros, quand tu as planté des vignes résistantes et quand tu as planté le reste, tu dis, mais je ne veux plus jamais planter des vignes qui ne sont pas résistantes, quoi. Je veux dire, la première année, moi, ça m'avait marqué, quand tu as planté les trucs d'Allemagne et de Suisse, tu fais un plantier, le plantier, tu n'as pas traité de l'année, et tu arrives au mois d'octobre dans la vigne, il y a toutes les feuilles, il y a tout qui est nickel. Enfin, ça change, quoi. Et tu n'es jamais rentré avec un appareil. Donc quand tu as goûté à ça, voilà,
n'as pas envie de revenir en arrière, quoi. Et c'est vrai que toi, ce que tu nous expliquais, c'est que tu n'as pas créé une gamme spécifique, mais du coup, ta vision des choses par rapport parce qu'on parle vraiment de la dimension commerciale de ces variétés aujourd'hui, des défis par rapport à ces variétés. Toi, ton idée, c'est qu'il faut que ça vienne finalement compléter l'existant. Non, enfin, si tu veux, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a des gens un peu plus, qui connaissent un peu la viticulture comme ça. On a connu des transformations. C'est-à-dire que mon père, il a récupéré un vignoble qui était en Arabon, Carignan. Je caricature un peu, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, il me l'a transmis avec des chardonnays, des grenaches, des cabernets. Donc, on a connu ces transitions-là d'encépagement. Si on remonte à la génération d'avant, ils sont passés d'hybrides, eux, à des arabons, des carignans, et la génération d'avant, ils avaient encore greffé. Donc, il y a toujours eu des débats sur ces transitions-là. Après, on est sur des cultures qui sont c'est pas des céréales, c'est des cultures qui sont pérennes, et les transitions se font sont sur un certain temps. Donc, on a connu, à l'époque, quand on plantait les premiers cabernets, les premiers chardonnays, c'était considéré comme cépage améliorateur. Et puis, petit à petit, ces cépages améliorateurs, tu les as mis en assemblage, et puis tu n'as fait plus que ça. Enfin, Guy, c'est ça qui s'est passé. Donc, moi, je crois que il faut avoir une démarche ouverte. Alors, c'est ce qu'on essaye d'avoir au domaine, c'est-à-dire que sur ces cépages-là, on utilise plusieurs voies, c'est-à-dire qu'on a des cuvées qu'on dit un peu militantes, sur lesquelles on va expliquer la démarche, tout ce qu'il y a autour, tout l'intérêt qu'il y a à ces cépages-là. Donc, on a des cuvées et on a une clientèle qui va être très réceptive pour ça. Puis il y a des cuvées où on dit presque rien, un peu sur des Sauvigny gris, des Muscaris, c'est juste bon. Et puis vous buvez parce que les gens trouvent ça que c'est bon. Et puis voilà. Donc si nous le demandent, on explique ce que c'est que le Sauvigny ou le Muscaris, mais il n'y a pas forcément besoin de l'expliquer. Puis après, on a les cuvées qui marchent quand même, donc sur lesquelles on va introduire petit à petit de plus en plus de résistants. Par exemple, aujourd'hui, des Sauvignons, on ne plante plus le Sauvignon blanc. On a des cuvées en Sauvignon qui marchaient bien, mais petit à petit, on utilise la loi des 85-15, des fois un peu plus, et des 85-25, quoi, des fois on fait. Et petit à petit, on introduit de plus en plus de Sauvignon résistants avec nos amis italiens. On va introduire ça. Et après, on a une grosse gamme de sans-alcool, donc qui sont des vins peut-être que d'aucuns vont décrier, plus industriels, etc., sur lesquels le cépage a que peu d'importance. Et là, on utilise largement ces cépages-là. Donc, il y a des stratégies vraiment, il y a un éventail de stratégies pour commercialiser ça qui est important, quoi. Voilà. Donc, Nicolas, toi, tu as une connaissance quand même aussi assez fine de ces variétés-là. Par rapport à ces enjeux-là qu'on vient de décrire de commercialisation, c'est quoi ta perception déjà des choses ? Effectivement, on ne peut pas penser remplacer toute la diversité de vinifera, donc 49 variétés, comme tu l'as dit. Par contre, il faut continuer à travailler sur la création variétale. Ça paraît assez indispensable. Maintenant, avec ce qu'on a à disposition en catalogue à l'heure actuelle, on sait s'adapter et refaire des profils qu'on connaît. Voilà, Vincent a abordé les profils de Sauvignon. On a sur le marché les Sauvigny gris, une partie des Sauvignons de création VCR, éventuellement quelques floréales sur lesquels on sait faire des thioles, de l'aromatique agrumes, citronné, pamplemousse. Et donc avec un consommateur qui va se retrouver dans des goûts qu'il connaît déjà. Voilà, on sait faire avec les muscaris, des choses qu'on pouvait faire en muscat petit grain ou en alexandrie. On sait faire avec des variétés bouquets, des aromatiques de grenache ou de syrah qu'on connaissait dans nos appellations, avec des merlots chorus, des merlots qui vont ressembler à des merlots. Donc on arrive avec la panoplie de cépages, les connaissances œnologiques actuelles aussi, qui nous aident à avancer dans les styles de vinif, à retrouver un petit peu les best-sellers des aromatiques et des profils de vin qu'on connaît, avec des styles un peu Sauvignon, des styles un peu Chardonnay. Si on prend le cas du 31-59 en descendant bouquet, on peut faire des styles tout à fait proches de Chardonnay. On sait faire des rosés qui ont des aromatiques proches des grenaches, qui est un peu la référence en rosé dans les conditions sudistes, avec des variétés résistantes. Les merlots, j'ai abordé. Donc on a quand même, malgré une palette réduite par rapport aux variétés Vitis vinifera et on va dire 2 à 3 000 ans de sélection de la main de l'homme, aujourd'hui des possibilités pour faire un peu large sur les profils. Donc on ne peut pas tout refaire parfaitement pareil, évidemment, mais on a quand même des choix divers et variés qui nous permettent d'avoir des panoplies de profils et de satisfaire quand même la plupart des marchés avec ce qu'on a aujourd'hui en disponibilité déjà. Fabien, toi, tu n'as pas forcément tout à fait la même approche au niveau commercial.
Sur une partie, c'est certain, ça veut dire sur des vins plutôt classiques. Aujourd'hui, on peut largement répondre dans une production de vin rosé, comme dit Nicolas, sur des productions de rouge et ainsi de suite. Mais après, je pense qu'on peut aussi aller plus loin, comme dit Vincent, sur le développement de nouvelles catégories de vins et de boissons, donc la catégorie boissons sans alcool, mais aussi il y a des segments qui sont quasiment inexploités aujourd'hui en France, hein, qui sont laissés à d'autres producteurs, comme par exemple des bases mousses, par exemple, vous voyez, des vignobles comme Prosecco ou dans la Mancha qui produisent beaucoup des vins de base qui sont importés aujourd'hui, hein. Il faut savoir que dans la Mancha, par exemple, le cépage RN, il sert surtout à produire des vins de base qui rentrent dans des marques que vous connaissez tous, hein, aujourd'hui, Critères et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est capable, avec certains cépages résistants, d'avoir de la fraîcheur, de l'acidité, des niveaux d'alcool pas trop élevés, pas trop de phénol et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est capable de monter aussi de certains vignobles plus industriels pour faire des vins style Prosecco, style mousseux, ou même des bases qui peuvent servir, par exemple, à faire des jus, des nouvelles boissons, des nouvelles catégories de produits. Voilà. Donc, il ne faut pas se limiter aujourd'hui à que cette catégorie vin ou vin désalcoolisé, on va dire. Hein. C'est une bonne opportunité aujourd'hui pour être beaucoup plus ouvert en termes de création de nouveaux produits, de développement de produits. Et le monde du vin un peu traditionnel, hein. Vous savez, avant j'étais au Grand Chat de France, quand je parlais sans alcool, ils ne voulaient même pas l'entendre. En 2010, alors j'ai quitté Grand Chat de France, j'ai fait à ma tête, j'ai fait sans alcool. En 3 ans, on faisait 3 millions de bouteilles de sans alcool. Et une entreprise de zéro. Vincent, c'est la même chose, et ainsi de suite. Tout le monde se moquait au départ de nous sur cette catégorie. Aujourd'hui, il n'y a pas un article, il n'y a pas un jour où il n'en parle pas de ça. Mais ok, aujourd'hui c'est sans alcool, mais il y a plein de choses à explorer. Et la question, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on fait d'un vignoble? Parce qu'il ne faut pas être dupe. Si on ne fait rien, le vignoble, un tiers du vignoble, voire 50% du vignoble de tout le Languedoc disparaîtra dans les 10 ans. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Parce que la consommation de la catégorie est XY aujourd'hui, ils ne sont pas obligatoirement intéressés par le monde du vin. Ça, c'est certain. Donc, à nous d'être créatifs. Et quand on voit, par exemple, prenons un exemple, un cépage comme même un Sauvignon gris, naturellement, il produit de l'acidité, il produit des arômes, et donc on peut créer plein de boissons grâce à ça. Voilà. Et par rapport à notre identité, qui sont quand même les IGP, les AOP, comment vous voyez ça? Comment vous voyez l'intégration de ces cépages dans nos... Par exemple, un vigneron, c'est certain qu'un vigneron... De l'autre côté, un vigneron assez classique. Prenons un vigneron qui est en Champagne. C'est certain que la force du nom Champagne protège ce vigneron, okay, ou Cognac. Mais que ce vigneron, il est du Chardonnay ou du Pinot Meunier, ou qu'il est du Floréal ou un autre, ou du Voltis. Ou du Voltis, ça marche. Moi, dans 5 ans, je vous fais un champagne de même profil qu'un champagne avec du Voltis. Et on le sait qu'on est capable de le faire. Avec toutes les contraintes aujourd'hui agroenvironnementales, de dérive des pesticides et ainsi de suite, et cette image assez négative, en fait, hein, des pesticides. Aujourd'hui, le plus gros pollueur, c'est les viticulteurs. Hein. Et en termes médiatiques, c'est pas le top, quoi. Et même un vigneron bio, honnêtement, un vigneron bio, pour garantir aujourd'hui, avec du chardonnay dans la région, au minimum, il doit faire au moins 10 à 12 passages. C'est pas durable. Il faut être honnête, c'est pas durable. Donc des changements s'imposent. Voilà. Donc ça, c'est pour, par exemple, prenons exemple, ça marche pour des appellations. Prenons un vigneron qui est en Languedoc. OK. C'est pas très compliqué d'utiliser après à terme, dans quelques années, lorsqu'ils seront validés, un cépage bouquet dans son décret d'appellation, et les qualités seront bien. On le sait déjà aujourd'hui, enfin ceux qui connaissent, ceux qui ont dégusté, ils savent que ça marche super bien. Voilà.
pour conforter un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que d'un point de vue commercial, une stratégie peut être d'utiliser la marque ombrelle, on va dire, de l'appellation comme marque collective pour porter le développement. C'est-à-dire que quelque part, un peu comme on se l'est dit, on va être capable avec cette palette qu'on a déjà, même si elle est courte, de garder les typicités, le style, etc., en se servant de la marque ombrelle de l'appellation, qu'elle soit Champagne, Languedoc, autre, c'est-à-dire là où qui pourrait être Pays d'Oc. Donc on se sert de cette marque ombrelle-là, dans laquelle on va maintenir les profils avec les variétés résistantes, et que dans ce cadre-là, comme fait un petit peu Vincent, c'est-à-dire qu'il met des cuvées, c'est bon. Bon, si vous voulez, on vous raconte. Mais avant tout, ce qui vous compte, c'est ce profil de cuvée que vous achetiez déjà, il est là, on le goûte, vous achetez des Languedoc, vous achetez du Champagne, le goût il est toujours là, on l'a maintenu. Maintenant, nous par contre, on a fait évoluer le vignoble et puis derrière, on vous le raconte. Mais en tout cas, là, le fait qu'il y ait, ce que tu disais, là, le fait qu'il y ait la marque ombrelle de l'appellation, ça peut permettre déjà de passer un premier cap commercialement et donc de faire avancer aussi la machine. Après, tu n'es pas sur le même défi sur l'IGPOC, par exemple, qui met en avant le cépage. Alors, sur les cépages. Après, la question, c'est sur les cépages. Sur les cépages, c'est sûr que Chardonnay, Cabernet, Pinot Noir sont aujourd'hui les cépages qui attirent on peut imaginer, certains consommateurs, surtout Chardonnay, on va dire. Ça, il y a la stratégie, on va dire, plus de marque. Donc, soit on a une stratégie de marque collective, donc ça veut dire Champagne, Cognac, Languedoc, ainsi de suite. Soit c'est une marque individuelle. Par exemple, prenons un exemple, je travaille pour une marque qui s'appelle Grand Chèque, donc ils avaient comme J.P. Chenet. Aujourd'hui, c'est une stratégie. Sur J.P. Chenet, admettons, je ne veux pas parler pour eux parce que je ne travaille plus pour eux. Aujourd'hui, le gros du volume, il y avait 400 000 hectos qui étaient faits en Cabernet Syrah, en rouge. Rien n'empêche un jour de basculer de ce Cabernet Syrah en par exemple, bouquet Syrah, où le Syrah va représenter peut-être 15% ou 20% de la dénomination. Et progressivement, moi, par exemple, à titre perso, je viens de gagner un listing en Scandinavie où c'est Floréal Sauvignon. Donc, ça veut dire qu'il est déjà dans le cadre d'un bicépage où j'ai 70% de Floréal et 30% de Chardonnay. Et donc, ça permet d'intégrer des cépages résistants dans un cépage qui est déjà connu, donc Chardonnay. Voilà. Donc, ceux qui sont un peu coincés par rapport à cette notion de drapeau, en fait, on va dire cépage, c'est pas très compliqué. Le consommateur, peu à peu, on va l'emmener. Voilà. Et sachant que la marque, pour les gros opérateurs qui ont une marque forte, dire La Roche-Mazeille, et ainsi de suite, est-ce qu'on s'il met Merlot ou s'il met autre chose, à la rigueur, à un moment, il enlève et puis voilà, c'est fini. Voilà. Donc, c'est pas indispensable. Et il faudra un rosé qui s'appelle Rosé Cinsault ou à la rigueur gris. Gris, on peut faire avec du Sauvigny gris. Point. Ce que tu dis quand même, c'est pour les appellations, pour en fait des marques aussi autres que des appellations, la marque remporte... la marque est puissante. Enfin, pour les marques qui sont puissantes. Mais voilà. C'est vrai que du coup, quand même, pour des vins de Pays d'Oc qui mettent en avant le cépage, si tu veux, dans ces marques-là, le cépage, il y a des stratégies d'assemblage quand même dans nos appellations. Donc, du coup, ça... Oui, mais regardez, moi, je viens d'Alsace. Enfin, vous l'avez remarqué. Est-ce que la bonne stratégie, c'est mettre... Qu'est-ce qui est plus fort à pousser pour un vigneron par exemple, en Alsace, Riesling ou le nom de son domaine. Donc, c'est malgré tout, stratégiquement, par exemple, si le cépage est la marque, c'est risqué parce qu'un jour, vous aurez toujours quelqu'un qui viendra vous prendre des parts de marché sur cette notion de cépage. Donc, malgré tout, quel que soit le niveau de la marque, que ce soit collectif ou privé, le plus important, c'est défendre une marque. Voilà. Et le cépage, c'est le goût de cette marque. Voilà. Danone, on donne une indication un peu du goût. Mais l'indication du goût, on n'est pas obligé de le donner, est-ce que c'est pomme, Granny Smith ou ainsi de suite. On peut aussi le donner par un visuel de marque ou ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pas obligatoire parce que c'est sûr que tout le monde ne va pas connaître Bouquet, ne va pas connaître dès le départ Sauvigny gris, Artaban, Floréal, ainsi de suite. C'est certain. Après, on pourrait imaginer des stratégies collectives pour mettre en avant ces cépages. Tu vois, comme le Malbec, les Argentins ont vraiment investi pour valoriser ce cépage. Et dans 20 ans. Voilà. Mais... Dans 20 ans, mais c'est une bonne stratégie. Ça veut dire que si la région a la volonté de mettre en avant une marque collective de cépages, comme a réussi Malbec, comme a réussi Carmenère au Chili, comme a réussi différentes
Par exemple, le pinotage en Afrique du Sud, ok, go. Bah oui. Mais là, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Non, pour rebondir sur ce que vous parlez, le problème d'investir sur un cépage aussi, et surtout en ce moment sur les cépages résistants, c'est le mouvement de création qui se met en place. C'est-à-dire que toi, tu vas investir sur un bouquet aujourd'hui, bon, ok, mais moi, aujourd'hui, on n'en plante plus, quoi. Il y a 20 ans, ça m'intéressait d'en planter. Aujourd'hui, on a des choses plus intéressantes que ça à planter. Et donc, toi, tu vas investir là-dessus, et puis au bout d'un moment, tu vas être obligé de changer. Donc, c'est en ce sens que moi, je rejoins Fabien en disant il te vaut mieux avoir une marque qui correspond au domaine ou un nom à ce que tu veux. Et derrière, tu mets ce qu'il y a de bon et qui correspond au profit que tu veux faire. Mais enfin, il faut imaginer que imaginez d'où on vient. C'est-à-dire qu'on vient de 200 ans, on n'a pas changé les cépages. Donc, d'accord. Donc, pendant 200 ans, le chardonnay, il a dû être créé avant la Révolution française. Donc, aujourd'hui, il est en perte de vitesse, il est en train de dégénérer, c'est un cépage qui est en train de mourir. Donc, on est obligé de changer les cépages, donc on fait de la création variétale. On part de tellement bas qu'un peu comme dans l'informatique, les progrès vont aller très rapidement. Donc, ce que tu plantes aujourd'hui, tu sais que quelque part, demain, ça sera dépassé. Et aujourd'hui, on arrache un certain nombre de nouveaux cépages parce qu'on se dit, aujourd'hui, on en a des mieux. Donc, peut-être qu'on va pas passer d'un extrême à l'autre. Non, mais si tu veux se dire que tu vas... Après, moi, je comprends la problématique d'une appellation, c'est pas la mienne du tout, mais je comprends, c'est des usages locaux loyaux et constants, donc dès qu'ils sont dans un mouvement de dynamique, ils ont un peu de mal. Mais c'est tout le problème de l'appellation, c'est qu'ils ont du mal à se mettre en mouvement. Nous, on est dans un espace plus de liberté des vins de France, où justement, la force, c'est cette innovation, cette création. Et on a moi, je pense qu'on fait bien, il faut pouvoir avoir des marques fortes, et puis derrière, tu mettras ces cépages, parce aujourd'hui, tu trouves des choses qui sont plus résistantes, de plus en plus résistantes, tu vas trouver des trucs qui sont de plus en plus productifs, qui vont mieux s'adapter au climat, qui vont mieux s'adapter. Donc voilà, moi je crois que on a beaucoup parié sur le Sauvignon gris, ça reste une valeur sûre de base. C'est pas pour rien que les viticulteurs sont pas stupides. Si le plus planté, c'est qu'il est quand même intéressant. Mais aujourd'hui, tu as des Pinot Corse qui arrivent, tu as des Pinot Iskra qui arrivent, qui sont des créations italiennes qui sont topissimes. Voilà, et il y aura encore demain d'autres choses. Donc, moi je crois que c'est vrai qu'on a été éduqué, notre génération, dans des vins de cépage. Et peut-être que là, il faut quand même imaginer quelque chose qui est un peu différent, quoi. Oui, mais après, toi, ce que tu dis, c'est quand même cette dynamique de création variétale, finalement, commercialement. Alors, pour toi, ce n'est pas un risque, mais c'est des stratégies individualistes. Ça pousse à avoir des stratégies commerciales plutôt individualistes. Enfin, c'est ta vision à toi, là. Parce que le collectif, les AOP, les IGP, c'est un modèle économique aussi. Et oui, non, mais il y a des EHPAD. Tu sais, il y a des EHPAD, il y a des auberges de jeunesse. Donc chacun choisit son modèle, quoi. Tu vois, c'est pas. Bon, après, je t'oblige. Après, c'est sûr que Vincent, il va loin. Non, mais prenons exemple. Nous, on est dans une appellation, par exemple, petite, qui s'appelle Picpoul. Il faut être conscient que le cépage Picpoul, il existe depuis assez longtemps, je ne sais pas. Mais malgré tout, nous, on est en bio, Pourquoi il y a peu de gens en Picpoul qui font du bio? Mais c'est une catastrophe, quoi. C'est un cépage sensible, enfin voilà. Donc là, une démarche collective qui permet d'améliorer ce Picpoul pour le rendre plus résistant, c'est super. Voilà. Là, il y a un intérêt. Voilà. Parce que voilà. Même chose, la démarche collective qui est entreprise à Cognac est intéressante, ou d'autres appellations. Voilà. Après, mais dans un marché, il faut de tout. Il faut ce qu'on appelle des marches collectives et des démarches individuelles qui font, voilà, et chacun va trouver son secteur. Je vais aller un peu dans le sens de Vincent. Je pense qu'effectivement, on est dans un stade dans lequel la création variétale doit avancer. Et doit avancer maintenant assez rapidement parce qu'effectivement, potentiellement, on a pris quand même longtemps de retard sur le sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, hein, c'est que la création variétale introduisant donc des autres variétés que vinifera dans son génome, elle n'est pas récente. Hein. Je veux dire, ça a été le premier geste en 1900 face à l'arrivée des différentes pressions qu'on a connues. Sauf qu'il y a des pays qui l'ont attaqué bien plus fort que nous parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la chimie. Et il y a encore pas si longtemps que ça, le vignoble de Roumanie était à 70% planté de variétés résistantes. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, cette forme de transition, à un moment donné, il va falloir qu'on l'embrasse aussi. Et donc, il y a effectivement un petit risque, et je rejoins moi Vincent là-dessus, de dire, OK, je vais communiquer sur une variété,
parce qu'à aujourd'hui, on a un vignoble qui vit à une échelle de 25 ans, et je pense que Fabien l'a dit à juste titre, si on se dit on met un gros budget de communication, ben oui, mais peut-être qu'on en aura les retours dans 20 ans. Et bien là, on aura peut-être tourné, on sera peut-être passé au vignoble suivant. Donc la communication collective, je pense qu'elle est nécessaire, indispensable dans ces aspects de communication. Mais à ce moment-là, c'est plus une communication d'innovation vers une création variétale et vers une évolution permanente. Et en rien, un cahier des charges d'une appellation ne l'interdit, ça. On doit préserver le goût. On doit préserver le style, on doit préserver le terroir. Et ça, on est tout à fait capable de le faire en faisant évoluer le cahier des charges et les variétés qu'il y a dedans. Oui, on peut associer un cépage à un terroir, tu vois. Et du coup... Non, mais Marie, je vais te prendre, bon, je ne veux pas descendre le travail de bouquet, ce n'est pas le sujet. Mais j'ai été le premier à en planter. Bon, on les a plantés sous le manteau parce qu'on n'avait pas le droit. Bon, tout ça, bon, on ne va pas faire le débat de ça. Mais donc aujourd'hui, des variétés bouquets, pourquoi les intéressent? Parce que c'est le seul qui a croisé avec du grenache et que c'est le seul cépage résistant aujourd'hui qu'on a sur une base de grenache et que le grenache est un cépage important sur le Languedoc. D'accord. Donc tout le monde s'intéresse à ça parce que quand il voit un grenache bouquet, il se dit putain mais c'est un grenache et il ne voit pas la différence avec un grenache classique. Moi je sais que la première fois que j'ai visité à Villeneuve-les-Maguelones, il me dit ça c'est un grenache, ça l'est pas. J'ai quand même viticulteur, c'est un cépage qu'on connaît parfaitement et tu vois pas la différence. Sauf qu'il y avait une grappe qui était grise d'oïdium et l'autre qui était nickel. Donc c'est vrai que nous, ça fait partie des variétés qui nous ont convaincus d'aller sur ce schéma-là. La seule chose, c'est que quand nous on a planté à grande échelle, c'est-à-dire plusieurs hectares de ces cépages-là, on s'est aperçu un peu des limites de ces trucs-là. C'est-à-dire que, OK, il y a une résistance au oïdium qui est fantastique, qu'on n'a jamais vu démentie. On a une résistance mildiou que tout le monde, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est quand même très très bonne aussi. Par contre, on a une sensibilité au black rot et qui nous pose un énorme problème sur les nouveaux systèmes de conduite en taille mécanique parce qu'on a un inoculum qui reste en place et que ce black rot, une fois qu'il s'est mis en place, on ne sait pas s'en défaire. Donc, nous, on a des vignes qu'on a déconverties alors que c'était en résistant avec des bouquets parce qu'on s'est dit, bon, si on veut se sortir du black rot, il faut qu'on sorte du bio. Donc, je veux dire, ce cépage-là, il a quand même ses limites. Quand je dis il y a des choses qui arrivent et qui seront meilleures, tu aurais planté il y a 20 ans des bouquets, quand nous on a dit il faut les planter, tu aurais fait un pas d'avant. Là, pour moi, vous arrivez avec 10-15 ans de retard, quoi. Et c'est ça le problème. Et que c'est pas de renier le travail qu'il a fait, ni de salir sa mémoire, ni de quoi que ce soit. Mais il faut essayer de regarder les choses de façon réaliste. Il y a le compteur qui tourne. Voilà, il faut regarder les choses de façon réaliste, de voir ce qui arrive. Et voilà. Et quand je plaisante un peu en disant il y a un modèle EHPAD, il y a un modèle auberge de jeunesse, c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que c'est de se dire bon, ok, il y a des nouvelles variétés, il faut s'intéresser à cette création-là. C'est pas pour ça qu'on renie le reste, parce qu'il y a des choses évidemment intéressantes à aller chercher. Je veux dire, Bouclier, il a fait un travail extraordinaire parce que, si vous voulez, pour faire une parenthèse sur l'histoire, c'est-à-dire que quand Nicolas dit il y a plein de créations dans l'Est de l'Europe, toutes les créations de variétés résistantes n'étaient pas liées à la résistance aux maladies, elles étaient liées aux résistances au froid. Donc tous les chercheurs qui avaient maintenu de la recherche sur la fin du XXe siècle, c'était les gens qui étaient intéressés par la résistance au froid. C'était le cas des Russes, c'était le cas des Nord-Américains, c'est toute l'Europe de l'Est. Tout le monde avait résisté. Et donc, ils étaient allés chercher Vitis amurensis, qui est une variété de Sibérie qui résiste à moins de 30 l'hiver. C'est pour ça qu'elle est introduite dans les Sauvigniers, dans les Muscaris. Voilà. Et Bouquet a pris une voie différente. Il a repris les travaux du professeur Olmo, qui était un gars de l'université de Davis en Californie, qui avait croisé avec Muscardinilia rotundifolia, qui était une variété de Floride. Donc c'est le seul qui a travaillé sur ce truc-là, et c'est resté vraiment déconnecté parce que les gens se disaient ça résiste pas au froid, ça ne nous intéresse pas. Moi je me rappelle avoir eu une discussion avec Valentin Bladner, qui est le gars qui crée en Suisse. Il me dit il y avait eu une conférence d'hybrideurs ici à Montpellier à la fin des années 90,
Et donc, qui durait toute la semaine. Ils se regroupaient, là, quelques chercheurs un peu fous qui travaillaient là-dessus. Et il me dit, quand Bouquet les a invités à aller voir ses parcelles, lui, il est parti à la plage. Je me suis dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voir, d'aller voir ce truc-là. Bon, 10 ans après, il était à les parcelles à récupérer les pollens de partout. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail qui a été fait intéressant parce qu'il est original, parce qu'il est allé chercher un cépage qui est une variété sauvage qui a été complètement délaissée, qui n'est pas facile en plus à croiser. Mais voilà, donc c'est un travail qui doit nous inspirer, mais on ne peut pas se baser que sur ça pour préparer l'avenir. Non, mais je ne parle pas que des bouquets. Ce que j'essaye de comprendre et ce que... Je pense qu'on va vivre une nouvelle ère avec la création variétale. Je pense que ça va être des changements de paradigme profonds pour la filière viticole. Mais je ne vois pas la corrélation forcément si logique d'une transformation de modèle. Aujourd'hui, la filière viticole se distingue par cette dynamique collective d'IGP d'AOP, qui, moi, je pense, a permis aussi le maintien de beaucoup de petites structures, d'une diversité de modèles de production. Et je trouve qu'il va falloir quand même réussir à concilier d'une façon ou d'une autre cette arrivée massive de variétés qu'on va avoir sur le marché et aussi la valorisation, la démarche collective qui, pour moi, est un véritable atout pour notre territoire. Moi, je te rejoins sur la nécessité de ça, parce que moi, à l'échelle de la clientèle, je le vois bien, le fait que beaucoup de variétés ne soient aujourd'hui pas au cahier des charges de différents IGP, puisque pas mal de clients ont quand même leur marque de bouteille en IGP, ça leur pose un problème. Ça leur pose un problème parce que ça veut dire qu'il va falloir marquer un changement directement, alors que sinon, ils ne feraient pas forcément de changement sur le goût. Donc on a le cas en problématique sur les pays de l'Aude, c'est que le cahier des charges d'IGP Pays d'Aude a presque pas évolué, contrairement à Pays d'Hérault qui a introduit beaucoup de choses, et dans lesquelles là on a un champ qui est plus libre. C'est vite un souci. Donc le fait effectivement qu'il y ait ce travail d'intégration dans les cahiers des charges en IGP et en appellation, ça permettra pour pas mal, encore une fois, de producteurs qui ont leur marque positionnée dans ces IGP, ces appellations, de pouvoir maintenir leur style et leur marque de façon évidente sans affirmer directement un changement et donc participer. Je pense qu'on est tous là d'accord sur le fait qu'on ne va pas avancer dans cette direction-là par une seule stratégie commerciale. C'est assez évident. Donc on va utiliser en même temps un peu tous les leviers pour réussir cette transition. Donc l'intégration 85-15, le ressort de la marque collective, le ressort de la marque individuelle et éventuellement la communication directement sur le cépage. Mais c'est que si on fait un peu tout ça en même temps qu'on va faire avancer un peu rapidement la machine. Donc la communication collective et individuelle, elle doit avoir lieu. À un moment donné, le consommateur doit être aussi informé sur le travail qui est mené dans la transition. Mais ça doit être quelque chose qu'on mène conjointement avec l'ensemble du travail. Parce que cette évolution, on en a besoin. On a un vignoble qui ne produit plus. On a un vignoble qui coûte cher. On n'entend que ça. On voit les agriculteurs sur les routes. C'est des outils de la transition écologique. On a besoin d'y passer. Peut-être qu'on vous laisse un peu la parole, si vous avez des questions, des réactions par rapport aux propos qui sont tenus, par rapport aux stratégies, aux questions que ça pose pour nos appellations, nos IGP, les stratégies, si certains d'entre vous déjà aussi produisent des variétés résistantes. Attends, il y a le micro qui arrive. Tu présentes Oui, bonjour. José Tastavi, donc je suis vigneron à Capestan, du côté de Béziers. Je suis aussi à la commission technique du CIVL et je suis depuis longtemps les cépages résistants et notamment les cépages bouquets dont on vient de parler. Moi, à chaque réunion, ce que je dis, que je vais répéter là, parce que je pense que je suis toujours étonné qu'on ne parle pas de ça. On a quand même aujourd'hui au niveau mondial une urgence environnementale qui nous est répétée en permanence. On parle de transition écologique et là on a un point majeur et c'est quand même assez étonnant de se dire que finalement il y a quelques pionniers qui travaillent là-dessus. Il y a une approche collective mais qui est relativement récente finalement et qu'on n'en fasse pas une urgence, quoi. Et on a parlé, par exemple, de la facilitation de l'introduction des cépages dans les cahiers des charges des appellations. Pourquoi c'est aussi long? Des tracasseries, on va dire, et d'ailleurs il y en a qui manifestent aujourd'hui pour ça, des tracasseries
administrative que l'on connaît, et alors qu'on nous bassine en nous disant il faut faire quelque chose pour la planète, il faut faire quelque chose pour le climat, pour baisser le CO2. Ça a été dit, en bio, 10 traitements. Là, au mieux, on va faire 2 traitements, donc ça veut dire beaucoup moins d'intrants, mais aussi beaucoup moins de passage de tracteur, beaucoup moins de CO2. Donc je pense que ce point-là, il va être très compliqué à mettre en place. Il ne faut pas se leurrer, c'est 20 ans ou plus pour avoir cette évolution. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on ne facilite pas la transition. Donc il me semble important, au niveau de toutes les instances de pouvoir, de la recherche et tout, de passer un cap et de dire maintenant, il faut aller vers ça et voyons ce qui va faciliter ces choses-là. On a parlé de l'inscription des cépages. À côté de ça, il y a un discours aujourd'hui sur les bouquets, mais sur d'autres cépages, sur les noms. Il est clair que ce n'est pas aussi simple que ça de passer 6 millions d'hectares de 20 cépages du jour au lendemain avec des noms de cépages qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas du tout persuadé que Castel veuille abandonner les merlots et cabernets comme ça sur ses marques Roche-Mazet. Donc il y a quand même tout un problème de transition qu'il faut aider. Et sur le nom des cépages, ce que proposent plusieurs personnes, c'est d'associer le nom du cépage du dernier géniteur, par exemple le grenache, avec un autre nom, pour que ça soit différent du grenache. On va prendre cet exemple, par exemple, le grenache bouquet. Donc, pour moi, qui est vendu pendant longtemps, parce que j'ai été négociant aussi, des cabernets Sauvignon et des cabernets francs, je peux vous dire que c'est impossible de vendre une citerne de cabernet franc à la place d'une citerne de cabernet Sauvignon. Donc, il ne faut pas croire que les gens confondent. Et l'argument qui est de dire oui, mais si vous faites ça, vous allez tromper le consommateur, me semble complètement futile. Donc ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une demande de la profession, pour avoir cette transition. Alors je suis d'accord qu'à terme, il faut sortir des noms de cépages, mais pour avoir une transition, et surtout pour indiquer au consommateur, lui dire, par exemple, un grenache bouquet, c'est quelque chose qui est rassemblé au grenache que tu as l'habitude de voir. Ce qui, je pense, faciliterait la commercialisation. Donc ça, par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est impossible de l'avoir. Notre administration nous refuse cette possibilité. Voilà, donc moi, j'appelle tout le monde à faire pression pour qu'on nous autorise cette possibilité. C'est le cas dans d'autres pays, hein. Et puis surtout il y a jurisprudence dans plein de pays, c'est-à-dire que il existe les cabernets blancs que commercialisent Vincent, il y a des cabernets Jura qui sont là depuis très longtemps, qui ne sont pas résistantes, mais aux États-Unis il y a un cabernet Ruby. Je veux dire, ce cadre-là dans lequel il y a le nom d'une variété ayant donné une partie du patrimoine génétique, il est déjà existant dans de nombreux cas et pas forcément très récent. Et puis même, j'ai envie de dire, le cabernet Sauvignon, hein, son parent, c'est le cabernet franc. Donc là, à un moment donné, il faudra rappeler à l'administration quelles sont les origines de chacun et le positionnement. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont, dans ce que tu dis, moi je le vois maintenant avec un peu le recul depuis le temps que je suis, il y a des choses qui sont désespérantes, et puis il y a des choses qui sont plutôt vachement rassurantes. C'est-à-dire que quand tu regardes l'histoire, tu sais, mon père il a eu les pires emmerdes, on lui disait quand tu plantes du chardonnay, on va te diminuer les droits de plantation, vous les avez connus, on va diviser les droits de plantation par 2 quand tu plantes du chardonnay. Donc le fait que l'administration s'oppose à ce genre de truc ou met des freins dans les roues comme on a eu, c'est plutôt rassurant. Tu te dis, putain, j'ai pris la bonne voie, quoi. Tu vois, comme ils se sont toujours trompés, tu te dis, hop, si vous êtes contre, c'est que c'est pas mal, quoi. Tu vois, donc ça, je crois que la première des choses, ça, moi je trouve que ça c'est assez, finalement, c'est à la fois désespérant parce que tu te dis, putain, mais les mecs, ils sont incapables d'évoluer, donc c'est quand même désespérant. Il y a des côtés désespérants de ça, et même des gens qui sont concernés. Je veux dire, on est invité par Sudivin Bio, je n'ai pas balancé, mais Nicolas Constant, qui était le responsable ici, quand je l'ai fait venir la première fois, j'ai montré, il a regardé en dubitatif, il n'est jamais revenu voir, quoi. On avait 15 hectares, c'était quelque chose de plantation unique avec des trucs, ils ne sont jamais revenus voir, ils n'en avaient strictement rien à foutre. Bon, après, il est parti à l'IFV, ça m'a rassuré aussi, quoi. Donc, mais si vous voulez, il y a des choses comme ça qui sont quand même, voilà, à la fois désespérantes et rassurantes, quoi, tu vois. Et après, ce qui est vachement rassurant aussi, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, c'est que quand même, malgré tous les freins qui ont été mis, le premier cépage planté, c'est le Sauvigné gris, quoi.
Il y a l'Uni-Blanc qui est devant, il y a le Chardonnay qui est devant, mais le Sauvigny Gris, le troisième cépage le plus greffé en France. Donc il y a quand même une transition qui est en train de se faire. Elle pourrait être facilitée, elle pourrait être plus portée, etc. Mais finalement, malgré tout, moi je trouve qu'elle se fait, quoi. Et qu'aujourd'hui, finalement, dans le Languedoc, il y a quand même peu de viticulteurs qui n'ont pas commencé à planter. Alors aujourd'hui, ils se retrouvent un peu emmerdés parce que, comme il y a les problèmes, on arrive dans le mur commercial, là où on se dit, merde, comment on les fait dans les caves coopératives. Ils commencent un peu à lever le pied parce qu'ils ne savent pas trop comment ils vont commercialiser ces trucs-là. Donc ça, il y a une vraie question qu'il faut lever. Mais tu ne peux pas lever la question commerciale tant que tu n'as pas les volumes en face, quoi. Je veux dire, les choses, c'est bien joli de vendre un concept, quoi. Tu dis, on va aller voir les Granchers, ou Boissé, ou Castel, ou un autre, et on va leur dire, on va vous faire dans 5 ans 10 000 hectos de Sauvigny Gris, vous allez nous les vendre. Ils ne vont pas s'engager comme ça, quoi. Enfin, c'est compliqué. Donc moi, je trouve que il y a, comme je t'ai dit, des choses désespérantes et des choses plutôt encourageantes. Voilà. Après, moi, ce que j'aimerais aussi témoigner ici, c'est surtout de voir les perspectives que ça ouvre ce cépage-là. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec une clé qui est la résistance aux maladies, qui est un sujet extrêmement important. Et à la limite, on est plus concerné en tant que chef d'entreprise ou producteur qu'en tant que consommateur, parce que les risques au niveau pesticides, bon, je veux bien qu'ils soient pour l'environnement, mais ils sont d'abord pour nous, quoi, et pour nos employés. Et nous, en tant que salariés, on a une réelle responsabilité. Donc, moi, je crois que c'est pour ça qu'on fait la transition, que je disais au début de l'intervention. Le mouvement, il se fait plus par la base, par la production, que par la demande, parce qu'on est plus concerné par ça. Par contre, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est les perspectives que ça ouvre. C'est-à-dire que moi, quand j'entends un débat, est-ce qu'on va le prendre dans l'appellation, pas l'appellation, le machin, le truc. Moi, ça me paraît assez lunaire, quoi. Enfin, nous, on est un peu en dehors de ça, mais tes questions me paraissent vraiment incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé une catégorie qui est les vins de France, sur lesquels les rendements ne sont pas régulés. Donc, qu'est-ce qu'on fait demain, quoi? Je veux dire, quel avenir vous voyez à quelqu'un qui est en Corbière et qui fait 50 hecto-hectares quand vous allez avoir des productions en vin de France, quand il est fait, ouais, mais quand il va être en vin de France à 150, 200, 300 hecto-hectares, non, mais même dans la plaine de l'Aude. Voilà. Si tu veux, et quel est l'avenir de cette viticulture-là? Moi, je ne la vois pas. Non, mais cette viticulture-là qui n'est pas rentable, on est d'accord. Mais si tu veux, je pense que ça ne remet pas forcément en cause non plus le concept d'IGP, d'AOP. La réflexion que je me faisais, c'était quand même de se dire, finalement, on va sortir de l'exception de la viticulture par rapport à notre relation à la diversité génétique, et on va rentrer dans ce qui se fait traditionnellement dans plein d'autres filières. Mais du coup, quand tu regardes, par exemple, le secteur de la pomme, le fait d'être dans de la création variétale à tout crin n'enlève pas la variété, n'enlève pas le pouvoir de notoriété d'une variété. Alors, c'est plutôt des clubs, c'est de la marque. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à inventer de ce côté-là? Tu vois, parce que, juste pour terminer, est-ce qu'il pourrait rejoindre un peu ce que dit José par rapport à ces noms de cépages? Aujourd'hui, sur la question des noms de cépages, tu vois bien qu'au sein même d'une variété donnée, tu as une étendue génétique très très large. Donc finalement, est-ce que ces noms de cépages, progressivement, ne pourraient pas être plutôt, tu vois, des marques ombrelles, finalement, regroupant une grande diversité génétique, et ça permettrait de résoudre pas mal de choses. Marie, une autre question aussi. Peut-être une petite réponse, et puis il y avait une autre question. Juste, Marie, pour la pomme, c'est vrai que c'est organisé aujourd'hui en club. Là, moi, je m'intéresse en ce moment pas mal sur ce qui se fait en raisin de table. La création variétale est californienne. Aujourd'hui, les 4 boîtes qu'il y avait en Californie viennent toutes fusionner. C'est un fonds de pension anglais à Londres qui a repris tout ça et qui vient de mettre 20 millions d'euros pour créer un laboratoire de création variétale sur le truc. Et tout est organisé effectivement en club, ça c'est clair. Je veux dire, et c'est un club qui est mondial, c'est-à-dire que tu as du raisin aussi bien en Afrique du Sud, le même qui est en Afrique du Sud, et tu vas amener des marchés avec un produit un peu standard toute l'année. C'est clair que ça fait partie des modèles, mais ce modèle-là, il n'est pas unique. Je veux dire, ça n'empêche pas qu'à côté, tu peux avoir des choses plus rigoureuses. On prend une autre question, peut-être? Bonjour, Marie Jalanque, je travaille au château de Lascaux, donc je suis l'œnologue du domaine, en Pic-Saint-Loup. J'ai une question à propos de ces variétés. Donc c'est bien, elles résistent au mildiou, à l'oïdium, un peu moins au black rot. Mais est-ce que le sujet, c'est pas aussi au réchauffement climatique et à la sécheresse? Parce que ce floréal, par exemple, il me semble qu'on
en termes de précocité, il n'est pas du tout adapté à l'évolution de notre climat. Alors, ouais, alors, moi, je vais faire une première. Juste par rapport à cette question-là. Donc là, on parlait. Il y a plusieurs familles. Hein, donc il y a les variétés bouquets qui, dans leur généalogie, c'était un des objectifs quand même d'Alain Bouquet. Hein, c'était d'avoir des cépages qui soient plus adaptés aux conditions méditerranéennes, d'où l'intérêt pour nous. C'est-à-dire que c'est des cépages un peu made in Languedoc quand même. Et après, il y a les autres familles. Et on a notamment la Voucité floréale qui est un Résidure 1. Alors après, je vais laisser la parole à Nicolas, mais l'Interpro a financé une thèse justement pour aller étudier un petit peu la résistance, la tolérance à la sécheresse d'une partie de ces variétés résidures comparativement au bouquet. Et il y a des différences. Toutes les variétés résistantes n'ont pas le même comportement face au stress hydrique. Quand il y a eu un objectif de sélection qui a été aussi l'adaptation, on le retrouve. Chez les bouquets, on retrouve une tolérance qui est meilleure. Les travaux de cette thèse Résisto là, qui se termine là, cette année démontrent ça. Les résiduriens n'ont pas été sélectionnés pour leur adaptation au climat sec. Je te laisse la parole. Je vais peut-être faire une réponse de Normand, mais en fait, il ne faut pas penser qu'encore une fois, avec 49 variétés, on va remplacer toute la diversité et on va le faire n'importe comment. C'est-à-dire que, effectivement, vous mettez un floréal sur un coteau sur SO4, si vous passez les 20 hecto-hectares, ça sera joli. Vous mettez un floréal sur 110 ou sur 140 dans la plaine de l'Hérault, vous ferez 140 hecto-hectares avec des vins délicieux. Donc, effectivement, il faut se réapproprier cette adéquation sol, porte-greffe, variété, avec ces variétés-là. Donc ça, on a quand même déjà maintenant de la donnée, parce que, encore une fois, la création, à part les toutes dernières qui nous arrivent d'Italie ou éventuellement de Californie, où là, on a besoin d'apprendre, mais on a quand même des variétés qu'on a travaillées depuis un moment, qu'on connaît bien, on connaît les compatibilités porte-greffe, on sait un peu où ça va, et il ne faut pas mettre sur le prétexte, entre guillemets, qu'il y a une bonne tolérance mildiou et idiome, n'importe quelle variété, n'importe où. Sinon, on va avoir des beaux échecs d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue productif. Et donc, ce n'est pas un objectif. Donc, effectivement, il y a besoin de s'approprier un petit peu ça. Bon, on a de la technique, l'agronomie a progressé, la filière variétale aussi, l'œnologie avec. Donc, il ne faut pas, sous prétexte qu'on change de variété, oublier tout ce qu'on a appris et dire, ben voilà, je prends un artaban, je le mets sur SO4 sur un coteau, parce que c'est ce que mon pépiniériste m'a vendu et ce qu'on m'a dit que c'était vachement sympa. Ça ne marchera pas du tout. Donc effectivement, il y a des variétés qui ont des tolérances qui sont bonnes. Le muscaris, il n'a pas été sélectionné pour ça, mais ce n'est pas celui qui répond le moins bien aux conditions sèches. Par rapport aux questions réchauffement climatique, Vincent est largement de cet avis-là. La question, c'est est-ce que c'est précoce ou est-ce que ça maintient du rendement et de l'acidité ou à un degré raisonnable. Donc la précocité, ça se discute quelque part. C'est peut-être plutôt l'équilibre œnologique et le comportement végétatif qu'il faut aussi évaluer. Donc on a quand même dans la panoplie qui nous est offerte des choses qui, quand c'est planté au bon endroit et mené correctement, même sans irrigation, peuvent donner des résultats intéressants. Ouais, juste à titre d'exemple, par exemple, prenons exemple le Sauvigné gris qu'on a largement planté chez nous au départ. On a été surpris, il y a une période de gel assez prononcée, il y a 2 ans, 3 ans. Ce qui est assez impressionnant, ce qui était assez impressionnant, c'est que sur la même zone chez nous, on a du Viognier, du Chardonnay complètement grillé. Vous avez le Sauvigné gris qui a résisté et qui a un peu gelé quand même, mais qui a en plus repoussé et qui a été productif. Ça, c'était le premier effet. Ça veut dire que attention avec le réchauffement climatique, c'est pas que l'effet, c'est pas que l'effet de la sécheresse, c'est aussi il fait de plus en plus chaud, donc les dates de débourrement seront de plus en plus précoces, donc des risques de gelée qui seront de plus en plus importantes. Donc ça, c'est super important et on a tendance à l'oublier. La deuxième chose, et il est dit très, très clairement, le plus gros problème aujourd'hui, c'est l'acidité. Pourquoi on a tellement de problèmes de brède, de choses comme ça? C'est parce qu'on a des pH, des niveaux de pH, et ça, c'est pas seulement dans le Languedoc. Avec le Chardonnay, même en Bourgogne, ils ont des pH bientôt à 3,6. Pour avoir des vins frais, aujourd'hui, il faut des pH à 3,3, quoi. Et surtout pour ceux qui s'engagent sur des vins nature, et ainsi de suite. Donc le Sauvigné gris, c'est un exemple, mais il y en a d'autres variétés qui sont parfaitement adaptées pour faire ça, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, cette diversité de cépages, c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que le Sauvigné gris, moi j'ai des cuves à moins de 3 de pH, quoi. Donc avec des 12 degrés à moins de 3 pH, donc ça c'est clair. Après, moi je pense qu'il faut aussi sortir de cette logique de dire qu'on va vendanger sur 15 jours en septembre, quoi.
C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche dans les variétés, c'est aussi un étalement de la récolte. C'est-à-dire que face à un réchauffement climatique, nous, notre stratégie, c'est pas de se dire on va vendanger plus tard pour qu'il fasse plus frais, c'est de se dire on étale la récolte. Nous, aujourd'hui, on commence quasiment dès la fin août. On finit dans les premiers jours d'octobre. On cherche effectivement, parce qu'il manque toutes les créations, malheureusement, arrivent beaucoup sur la période de fin août, du 15 août au 5 ou 10 septembre. Ça pose un vrai problème. Et donc, on cherche des variétés un peu plus tardives, comme le Ritos, là, qui est pas mal, parce qu'il arrive après le 10-15 septembre, Sauvignon Ritos, ça c'est pas mal. Donc, on cherche des choses qui arrivent plutôt tardives, ça nous manque. Mais l'idée, moi, c'est plutôt, voilà, plus que le réchauffement climatique, c'est un peu une incertitude climatique. C'est comme dit Fabien, oui, il réchauffe, mais tu gèles aussi, tu peux geler, tu peux grêler, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va pleuvoir. Donc face à ça, plus on va étaler la récolte, plus on va étaler le risque, et mieux on va amortir nos outils de production. Alors c'est vrai que ça oblige un peu à s'organiser, mais voilà, nous on fait 25 000 hectos. S'il me fallait faire 25 000 hectos sur 15 jours, ce serait plus compliqué que sur 8 semaines, quoi. Voilà. Et donc voilà, c'est plutôt l'idée d'un étalement, quoi. Marie, c'est passionnant, mais l'heure tourne. Je crois qu'il va falloir penser à conclure. Je suis désolée, mais voilà, si on peut avoir un petit mot de la fin. Oui, alors, je ne sais pas, Fabien, peut-être sur la naturalité, tu avais eu toute une réflexion qui était intéressante par rapport à ces variétés. Ben aujourd'hui, c'est clair que si on veut aller au bout d'une stratégie durable, bio et ainsi de suite, et qui intègre correctement les choses, c'est certain que réduire les IFT, donc les fréquences de traitement, donc notre impact carbone, comme disait José, qui permet d'avoir une image un peu plus saine du monde de vigneron, déjà pour soi, comme dit Vincent, mais aussi pour le consommateur. Je pense que on aura fait un gros pas. Voilà. Après, les variétés qui existent nous permettent de créer des vins et d'autres produits qui seront adaptés aux consommateurs. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est certain que le monde actuel, avec les variétés qu'on connaît, ne sont plus du tout adaptés. On n'est plus capable de garder du chardonnay ou surtout du merlot en plaine, quoi. C'est fini. Voilà. C'est sûr. Mais donc, juste pour terminer sur ce sujet-là, par rapport à cet élan de création variétale, je pense juste que la question qui est en suspens, c'est quand même l'avenir de nos appellations IGP et aussi, du coup, le fait que il faut y penser, parce que venir fragiliser un modèle économique, c'est problématique. Vous savez, quand on communique mal, prenons l'exemple Bordeaux, qui a été la cible médiatique ces derniers temps par rapport aux produits phyto, je pense que c'est déjà une appellation à un engagement fort. Vous voyez, par exemple, l'Afrique du Sud s'est fortement engagée sur cette notion de durabilité, de biodiversité, et ainsi de suite. Je pense que c'est une piste un peu à creuser où le cépage résistant est une des composantes, mais pas que. Voilà. Et donc, dans un cahier des charges, on peut aller plus loin, en fait, pour accompagner une stratégie de durabilité d'une appellation, quoi. Moi, pour conclure, nous, on continuera de tourner à planter ça. Je pense que fondamentalement, il faut imaginer que les cépages qu'on a cultivés jusqu'à présent, ils dégénèrent petit à petit, parce que c'est quand même tout ce système-là de création, c'est de revenir à la reproduction sexuée. Donc on régénère nos choses. Là, on était sur des reproductions végétatives depuis presque 2 siècles, et cette reproduction végétative, elle a produit une dégénérescence du vignoble, a beaucoup de problèmes. Donc moi, je pense que revenir à ces croisements-là, c'est aussi régénérer nos plantes et s'ouvrir beaucoup de possibilités. Voilà. Après, moi, l'avenir de l'appellation, je vous laisse votre débat, quoi. Voilà. Moi, je vais être peut-être un peu direct, mais si on ne la fait pas, cette transition, donc à la fois au niveau vignoble, en communication et en commercialisation, on sera peut-être un jour complètement ringard avec des gens qui nous diront « Ah bon, mais vous traitez encore, vous ?» Mais d'autres pays, ils ne traitent plus du tout. Donc ça devient, je pense, aussi quelque chose de nécessaire, ce qu'on ne peut pas empêcher, il faut l'embrasser, d'aller assez rapidement là-dessus pour que cette communication qu'on aborde puisse être une force et ne finisse pas à terme par devenir une faiblesse. Ouais. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup.